Est-ce que ce tri est inévitable aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se trouve? Oui, il est inévitable, il existe. Alors, bon. Il existait déjà. En fait, quand on parle de tri, alors c'est vrai que le terme de tri est très connoté et ça pose évidemment des questions éthiques majeures. Quand on parle de tri, ce dont on parle, c'est qu'on parle finalement de la priorisation de soins pour certains patients. Alors, cette situation, elle est connue en particulier dans la médecine de guerre et la médecine de catastrophe. Hein, effectivement, quand on voit des besoins en fait absolument majeurs avec des ressources qui sont limitées. Donc à ce moment-là, il y a une réflexion qui est de voir comment est-ce qu'on peut distribuer au mieux des ressources qui sont rares, qui sont insuffisantes au regard des besoins. Donc ça, ce que je veux juste dire là et souligner, parce que je suis aussi donc membre du collectif Interhôpitaux, hein, donc avec le collectif Interurgence, on se bat depuis plus de 2 ans maintenant pour demander des moyens pour l'hôpital public qui se délabre chaque jour un peu plus. Donc cette situation de priorisation, de tri et de faire face à la pénurie, c'est quelque chose qui existait, d'accord, qui existait avant. C'est-à-dire que vous le savez sans doute, si vous avez essayé de prendre un rendez-vous avec un médecin, si vous avez attendu pour une chirurgie, même pour des dépistages de cancer, on sait qu'il y a des personnes, et puis souvent des populations plus vulnérables, qui ont des difficultés d'accès aux soins. Donc ça pose déjà un problème. C'est aussi pour ça qu'on a alerté, il y a depuis plus de 2 ans, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, et que ça fait des années qu'on se bat pour ça. Donc ça, c'est un point quand même qui est important à comprendre. C'est pas quelque chose qui est né. Alors, je pense que les Français ne connaissaient pas bien cette façon-là, et que effectivement, nous, on essayait de faire face. Quand j'entends, ça fait sourire là, que le président de la République demande aux soignants de faire des efforts, mais en fait, on a l'impression qu'il a découvert. Il dit ça fait 1 an qu'ils font des efforts. Mais ça fait pas 1 an. C'est un boulot qu'on fait depuis, pour tous depuis 20 ans, 30 ans. Je veux dire, bien sûr qu'on fait des efforts tous les jours pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour donner des soins de qualité aux patients, mais qu'on a de plus en plus de difficultés à le faire parce qu'on manque de personnel, et de matériel, de médicaments et de moyens, en fait, en général à l'hôpital public. Et malheureusement, ça ne touche pas que l'hôpital public, mais beaucoup l'hôpital public. On continue à fermer des lits dans tous les projets qui existent aujourd'hui. Il y en a des dizaines sur le territoire où on est en train de fermer des lits. On est en train de valider la fermeture de 300 lits en rassemblant l'hôpital Bichat et Beaujon, qui est dans le nord de Paris, où la crise a quand même eu la pire incidence. Donc c'est dramatique. Non mais je comprends. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas écouté. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un je suis pas politisée, je suis pas engagée, je suis pas syndiquée. Je m'étais jamais mobilisée jusqu'à il y a 2 ans, en gros, mais là, c'est parce que je pouvais plus de pas pouvoir arriver à travailler dans des conditions correctes. J'entends la souffrance de ces professeurs. Enfin, qu'est-ce qui est important dans notre pays si la santé et l'éducation, c'est pas des choses qui sont absolument essentielles pour le bien-être. Enfin, c'est plus que du bien-être. Enfin, c'est absolument essentiel. Je comprends pas qu'on s'aborde tout ça aujourd'hui. C'est dramatique, en fait. C'est dramatique. Ce qui est dramatique, c'est qu'après 1 an de crise sanitaire, tous ces services ont réussi à faire des efforts considérables efforts qui existaient encore une fois. On ne découvre pas que l'éducation nationale est en difficulté aujourd'hui. On ne découvre pas que voilà. Et là, on continue à prendre des décisions qui vont dans l'autre sens. Mais quand est-ce qu'on va être écouté? Un mot pour qualifier cette allocution. Alors, un mot, c'est un peu difficile. Si j'en avais qu'un, je dirais que je suis consternée. Ouais. Je suis consternée parce que, d'une part, on a du mal à imaginer que les décisions qui sont prises vont pouvoir répondre à la situation sanitaire actuelle. Et par ailleurs, on a senti en fait que finalement c'était une absence de décision. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, avec une déresponsabilisation complète en fait du chef de l'État et du gouvernement sur les décisions qui vont... la façon. Pour moi, complètement, en fait. D'ailleurs, il l'a dit, il en a appelé à notre responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire que d'en appeler à notre responsabilité? Nous devons avoir des comportements responsables les uns et les autres, parce que lui n'a pas été capable de prendre des décisions à un moment peut-être où il fallait les prendre, même si c'était très compliqué. Encore une fois, moi, je ne suis absolument pas experte ni en épidémiologie, ni en infectiologie, ni en réanimation. Donc, ce n'est pas sur ce sujet-là, je pense. Mais de dire quelque chose comme ça, alors qu'il y a 1 an, il nous disait qu'on était en guerre et que donc il devait être le chef de guerre et prendre des décisions importantes pour le pays. Aujourd'hui, on se sent mais complètement abandonné. Là, les soignants sont absolument épuisés et ils nous demandent des efforts.
il demande aux soignants de faire des efforts. Donc les réactions aujourd'hui des collègues qui déjà sont vraiment au bout du rouleau, depuis plus d'1 an, on crie, ça fait plus de 2 ans même qu'on crie les difficultés de l'hôpital public, et alors qu'après 1 an de crise, tout le monde est à genoux, ils demandent des efforts aux soignants. Alors que nous, ça fait plus de 2 ans qu'on demande au président de la République de faire des efforts pour le système de santé français, pour qu'on garde un système de santé solidaire, un accès aux soins pour tous, qu'on ait les moyens de soigner bien les gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus les moyens de soigner correctement. Et effectivement, c'est ce dont vous parliez. On est amené maintenant, compte tenu de l'évolution de l'épidémie et du manque de moyens, parce que quand on parle de priorisation et de tri, de quoi il est question ? Il est question de pénurie. Pénurie de lits, pénurie de matériel, pénurie surtout de personnel. Donc à promettre des dizaines, des milliers de lits, mais où il peut imaginer qu'on va les trouver en fait, c'est ouvrir des lits. On n'ouvre pas des lits, on n'est pas un hôtel, on ne couche pas des gens dans des lits comme dans un hôtel. On a besoin d'avoir du personnel et ça, il le sait très bien. On a réussi à mobiliser des centaines de milliers de jeunes Français qui ont imposé le débat déjà, qui ont imposé la cause des Ouïghours dans le débat public, parce que c'était complètement absent. Et ensuite, une fois que c'était dans le débat public, ça a finalement obligé, à force d'interpellation, nos dirigeants à en parler. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir des mots. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est des actes. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a un peuple qui est déporté, qui est parqué dans des camps de concentration, réduit en esclavage, qu'il y a des campagnes massives de stérilisation des femmes, ce qu'il faut, c'est agir pour faire pression sur le régime qui les fout dans des camps de concentration. Et donc, les pressions, eh bien, elles commencent tout juste, mais la véritable pression, elle sera commerciale. Parce qu'il faut en fait comprendre une seule chose, très basique, quand on n'arrête pas de dire on est dépendant de la Chine, on est dépendant de la Chine, c'est totalement vrai. D'ailleurs, il va falloir qu'on relocalise la production et qu'on arrête de dépendre complètement de la Chine surtout. Mais eux aussi, les dirigeants chinois, sont dépendants de nous. Et on est le premier marché du monde. Et si on impose des mesures restrictives à l'entrée sur notre marché, eh bien, ça aura un impact extrêmement fort en Chine. Et ça les obligera finalement à réfléchir. Parce qu'en réalité, le gouvernement chinois, personne ne veut lui faire la guerre. Mais entre ne rien faire et faire la guerre, il y a un espace qui s'appelle la politique. Et les dirigeants chinois ne sont pas des djihadistes qui veulent aller au paradis en se faisant sauter dans un restaurant. Ils veulent être dans un calcul coût-bénéfice. Et donc, jusqu'ici, eh bien, ils pensent qu'embarquer un peuple dans des camps n'a aucun coût. Et donc, il faut imposer un coût. Et ce coût, il ne peut qu'être commercial. Alors oui, il y aura des obstacles, il y a des lobbies qui vont être contre, il y a des lobbies qui sont ultra contre toute mesure contre le gouvernement chinois, parce qu'il y a des entreprises en Europe immenses qui ont fait le pari de la Chine et qui sont devenues dépendantes du gouvernement chinois en amont, dans la production, et en aval, pour accéder au marché chinois. Prenez Volkswagen, c'est une entreprise qui a le nom allemand, mais qui en réalité est devenue une entreprise chinoise. Ils produisent en Chine et 40% de leurs voitures sont vendues en Chine. Donc en réalité, ils sont totalement dépendants des intérêts du gouvernement chinois. Et quand on est au Parlement européen, moi je ne vois jamais de lobbyistes du gouvernement chinois. Il n'y a pas des pressions qui viennent du gouvernement chinois, enfin, il y a des sanctions officielles. Il n'y a pas besoin. Mais non, parce qu'en fait, c'est nos grandes entreprises qui viennent faire du lobbying au Parlement européen pour les intérêts du gouvernement chinois. Et nous, les gens qu'on rencontre, eh ben, c'est des lobbyistes de Volkswagen, ce n'est pas des lobbyistes du gouvernement chinois. Et ça nous interroge en fait sur ce qu'est devenu la globalisation, sur ce qu'elle est, et sur la manière dont finalement, ces 40 années d'ouverture totale au libre-échange et de délocalisation permanente dans la recherche du coût de production le plus bas, nous ont liés, pieds et poings liés, à un gouvernement tyrannique, et jusqu'à nous empêcher en fait de prendre des mesures pour faire fermer des camps de concentration. Notre nation, la France, via ses dirigeants d'alors, et en particulier son président de la République, François Mitterrand, notre nation a soutenu, porté à bout de bras, soutenu militairement, financièrement, politiquement, un régime raciste qui a commis un génocide et qui a entraîné la mort d'1 million d'êtres humains en 3 mois. Et j'aimerais en fait insister sur cette notion de génocide parce que c'est pas... quand on dit notre pays est lié à un génocide, on a l'impression, oui, notre pays a encore fait quelque chose de mal, c'est une faute de plus, tout ça. Non, là on parle de quelque chose d'extrêmement spécifique. C'est pas notre pays a participé à la répression de tel ou tel mouvement démocratique, ou notre pays a eu une attitude néocoloniale, pillant les ressources naturelles de tel ou tel État. Là on parle de quelque chose de différent en nature. C'est pas la France-Afrique habituelle, c'est pas le néocolonialisme habituel, c'est la politique décidée par le sommet de l'État français qui a permis une extermination en Afrique, au Rwanda, mais qui
qui n'a pas eu lieu 50 fois, qui a eu lieu peut-être 3 ou 4 fois dans l'histoire humaine. Donc là, on touche à quelque chose de fondamental. Et normalement, quand vous apprenez que votre pays est co-responsable d'une histoire telle que celle-ci, est impliqué dans un génocide, eh bien, ça devrait être un scandale. Ça devrait être l'émoi collectif. Ça devrait être le cœur du débat aujourd'hui en France. Et malheureusement, ça ne l'est pas. On s'en fout, pour tout dire, au début. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est construire un projet commun et définir les grandes causes qui vont structurer un récit. Ensuite, on élira la reine d'Angleterre dans une primaire ou dans un processus de je ne sais quoi. Mais de toute façon, ce qu'il faut d'abord, c'est se poser autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire? Il y a encore des divisions à gauche qui existent. Qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire? Qu'est-ce qu'on fait sur 5e ou 6e République? Qu'est-ce qu'on fait sur la laïcité? Tout ça, c'est des vraies questions. Posons-les, discutons. Et surtout, une fois qu'on les a réglées, après, c'est mettons en scène un récit. Enfin, vraiment. Autre qu'un débat éternel sur les réunions non mixtes, par exemple. Mais grave. Et surtout, et sur l'islamo-gauchisme. Arrêtons de répondre à l'agenda qui est fixé par le gouvernement. Est-ce qu'on n'a pas la gauche la plus bête du monde, du coup? Mais non, je pense surtout qu'on a la gauche la plus feignante. Si les gens ne bossent pas, ils vont être dans la réaction permanente à des thèmes qui sont imposés par le gouvernement. La gauche, depuis que Macron est président, c'est quasiment un club de commentateurs de l'action présidentielle. Alors, c'est sûr que Macron, il personnalise tellement tous les débats qu'on a l'impression qu'on peut vivre en commentant chacun de ses gestes. Enfin, le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'imposer son agenda. Le but, c'est de structurer le débat autour de ces thèmes. Et c'est ce qu'on n'arrive plus à faire. En fait, on a perdu, je sais pas, le sens même du combat culturel. C'est-à-dire que avant de suivre Twitter et ce que Darmanin tweet, ce qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce qu'on a envie, en fait, d'imposer comme débat. C'est quoi nos priorités? Par exemple, on peut trouver des thèmes qui n'existaient pas dans le débat. On va en parler tout à l'heure. Comme la défense d'un peuple mis dans des camps de concentration en Chine, et du coup ce que ça implique sur la globalisation, le fait que quand on va faire ses courses, eh bien, on se rend complice d'un crime contre l'humanité. Ça, c'est un thème qui ensuite conduit au devoir de vigilance, à une remise en cause du libre-échange généralisé, un thème qui va diviser la droite, en réalité, et qui peut nous rassembler autour d'une vision du monde commune. Et ça, c'est faire de la politique pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, la politique, c'est pas du commentaire, sinon pour être éditorialiste. Les éditorialistes, ils peuvent suivre les agendas fixés par le gouvernement. Mais si on est dans un mouvement politique, en fait, c'est parce qu'on croit dans des causes et qu'on veut les imposer. On n'est pas dans une réponse permanente sur des réunions non mixtes dont, franchement, strictement personne n'a quelque chose à foutre en France. Est-ce que vous avez appris des choses déjà pendant cette première journée? Bien déjà, quand on est arrivé devant la cour d'assises ce matin, je me suis retournée, j'ai regardé mes frères et ma maman et je leur ai dit « ça y est, on y est ». On n'y croyait finalement plus parce que toutes ces années sont passées. Bon, l'année dernière, le procès a été reporté du fait de la pandémie et on avait l'impression qu'il y avait tout le temps quelque chose qui faisait en fait que ce procès n'aurait finalement pas lieu. Après... ça a été quand même difficile d'entendre ce gendarme parce qu'on s'est retrouvé vraiment en fait propulsé en Côte d'Ivoire en date du 6 novembre. Et je pense que les interventions qui vont avoir lieu durant les prochains jours vont être aussi difficiles à entendre parce qu'il y a des éléments forcément dont on n'avait pas la connaissance, notamment quand lui a constaté les personnes décédées, dans quelle posture il se trouvait. Enfin, c'est des choses... qui sont douloureuses, forcément, à entendre. En un mot, comment vous qualifiez cette affaire, Maxence? Un scandale pour moi. Des militaires français sont morts à l'étranger et on n'a pas en fait le soutien de l'État qu'on estime en fait recevoir. Je repense à chaque fois en fait à l'éloge funèbre de Jacques Chirac qui nous disait que ces militaires ne seraient jamais oubliés. Et encore une fois, pendant 16 ans, on a été complètement oubliés, complètement délaissés de la part de l'État. Pas de soutien particulier, en tout cas au niveau de l'enquête. Les soldats français qui ont péri ce jour-là sont complètement oubliés. Si on a des soupçons en fait envers certains ministres, qu'on laisse au moins enquêter et s'ils sont vraiment en dehors de tout, qu'on puisse les innocenter, si tel est le cas. Aujourd'hui, on ne nous laisse pas la chance en fait, de le faire. S'ils se présentent au procès, qu'attendez-vous de leur témoignage? Déjà, on ne va pas attendre grand-chose de Michel et Marie.
qui a déjà décidé qu'elle ne viendrait pas. C'est ça, elle a fait savoir qu'elle ne se présenterait pas, et le parquet, lui, a fait savoir qu'il la reconvoquerait. Donc, alors, le fait qu'elle décide d'ailleurs de ne pas se présenter, sur le cas de Michèle Alliot-Marie, qu'est-ce que ça vous fait réagir comment ? Encore par la colère. Et je trouve ça, encore une fois, scandaleux. Enfin, c'est vraiment le mot qui pourra qualifier de toute façon cette affaire. Pour moi, je ne vois pas pourquoi elle ne viendrait pas. C'est quand même une citation à comparaître. Elle est citoyenne au même titre que moi. Je suis convoquée. Je me rends au tribunal. Je ne vois pas pourquoi elle serait au-dessus des lois. Dominique de Villepin, a priori, viendra. Michel Barnier aussi. En tout cas, ils n'ont pas dit qu'ils ne viendraient pas. Qu'est-ce que vous attendez de leur témoignage ? Qu'ils puissent se livrer et dire ce qu'ils ont à dire. On attend quand même beaucoup de leurs témoignages et je pense que c'est le moment, parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres, où ils pourraient justement dire la vérité et puis nous faire entendre les raisons de ce fameux pourquoi qui surplombe. La montée des politiques ultralibérales ces 40 dernières années font que les gens manquent de perspectives politiques et ça conduit à un vrai désespoir. C'est bien ce désespoir qui pousse au vote d'extrême droite, en fait. Nous, ce qu'on propose, parce que les gens, quand on les rencontre dans des débats, dans des formations, on a quand même formé plus de 10 000 syndiqués depuis 2012 et on a fait plus de 200 formations, je crois, de mémoire. Les gens sont en manque de réponses et ne savent pas comment s'outiller et comment affronter les idées du Front National. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. La question, elle est comment combattre les idées d'extrême droite. Donc notre réponse, elle est unitaire, en fait. C'est l'unité syndicale pour faire front, justement. Notre postulat, c'est qu'effectivement, le RN est un parti fasciste. À la différence d'être un parti populiste, et que oui, c'est un parti raciste, il ne faut pas oublier que c'est aussi un parti nationaliste, et que les Français qui sont nés en France restent d'origine étrangère, restent des Français de papier. Donc c'est toutes ces choses-là et tout ce qu'on décortique via nos analyses qui nous permettent d'étayer le propos, et c'est pas vrai qu'on n'a pas essayé. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure dans nos analyses sur les villes RN, excusez-moi, mais aussi précédemment les villes FN, on voit bien que c'est pas vrai que la réponse de Marine Le Pen, quoi qu'elle dise sur la dette, on vient de publier une tribune sur le site de Visa qu'on va relayer sur le blog de Mediapart qui dit justement un duel 2022, c'est le bal des vampires. C'est-à-dire que effectivement, on dit qu'il reste encore 1 an pour combattre justement ça et ne pas arriver à ce duel, effectivement, Macron-Le Pen. Lucie, ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est que malgré leur peut-être petit nombre, les identitaires, ils ne sont pas forcément très nombreux, mais ces militants disent leurs idées infusent. Et puis, il y a des figures qui passent du groupuscule Génération Identitaire aux institutions, devant des collaborateurs parlementaires, Damien Rieu. C'est ça qui est en train de se passer, une espèce de bataille culturelle qui se gagne. Oui, c'est ça qui est assez fascinant dans ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que effectivement, là, d'abord, ces petits groupuscules, c'est quand même assez peu d'individus, sont très actifs et se sentent pousser des ailes. Donc, on les voit faire des actions de plus en plus visibles, comme l'a rappelé Christophe. L'Action française a aussi fait une action qui est assez symboliquement importante, puisque quand même ce groupuscule royaliste entre de force dans une enceinte démocratique, donc le Conseil régional d'Occitanie. Donc ça, c'est pour le climat, voilà. Mais c'est vrai que les idées qu'ils portaient il y a 10-15 ans ont progressivement grignoté du terrain, ont infusé. Alors non seulement, bon, évidemment, c'est des groupuscules qui se disent à la droite du Rassemblement national, donc on voit bien que d'abord, ils continuent de pousser très fort le Rassemblement national pour qu'il ne se recentre pas trop. D'ailleurs, j'avais des gens de l'Action française là, ces derniers jours qui disaient « mais nous, on va être vigilants là-dessus pour que le Rassemblement national continue à rester offensif, en fait, sur les questions identitaires. Sur les idées identitaires, même si Génération Identitaire et dissoute continue à pousser très fort toute cette nébuleuse. Et puis, il faut quand même parler de la victoire idéologique un peu par chaos qu'on observe depuis quelques mois du Rassemblement national, dont tous les thèmes sont repris aujourd'hui, sont mis à l'agenda public. Non seulement par le gouvernement, mais aussi une partie de la gauche.
C'est ça. Et alors, on a quand même passé ces derniers jours à discuter des réunions non mixtes, après avoir passé des mois à discuter de l'islamo-gauchisme. Et ces débats-là ont été lancés en partie par le gouvernement, entretenu en partie par certaines personnalités de gauche. Et il faut bien rappeler la filiation de ces idées et de ces combats-là. C'est effectivement l'extrême droite qui a entretenu totalement ces conflits-là. Et on arrive à une apogée qui s'est passée la semaine dernière pour le Rassemblement national, où finalement Marine Le Pen sur France Inter peut délivrer des leçons d'antiracisme sans être contredite par personne et en expliquant que c'est l'UNEF qui est raciste. Alors, moi j'ai cette intuition profonde aussi, qu'en fait, il va rater la dernière marche. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sentiment de sauter tous les obstacles, que finalement, tout ça n'est pas si grave parce qu'il y arrive, un peu comme un joueur de poker qui va jusqu'au bout, mais je pense que ça sera assez radical et je pense que ça sera assez violent. Voilà. Parce que je pense que quand on nous dit « oui, mais Marine Le Pen et Emmanuel Macron », mais en fait, ils nous amènent à la même chose. Il nous emmène vers la même chose. Donc pour moi, ce n'est pas un choix. Même si on me dira, parce qu'effectivement, il vient du centre, qu'il est propre sur lui, voilà. Donc, pourquoi mais je pense emmène à la même chose. Mais parce que, en fait, c'est beaucoup plus machiavélique. Marine Le Pen, moi, je partage absolument pas ses idées et je ne pourrais jamais voter pour elle. Mais elle dit ce qu'elle pense. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est différent entre ce qu'elle est et ce qu'elle dit. Alors qu'avec Emmanuel Macron, c'est le contraire. Donc en fait, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui, en fait, est tout le temps en train de vous manipuler, vous donne des injonctions contradictoires, passe de la gauche à la droite, tout en disant que tout va bien. Moi, je trouve que c'est pire que tout, parce que c'est une vraie manipulation des consciences. C'est pour ça que les gens se sentent mal. Il y a quelque chose qui est gênant, profondément. Alors, certes, vous êtes une trentaine à avoir quitté le groupe La République En Marche et à lui avoir de fait perdre la majorité absolue à l'Assemblée. C'est pas rien, mais une trentaine, c'est pas beaucoup. Vous êtes assez peu nombreux, au fond, à avoir dit stop. Comment vous expliquez quand même cette fidélité quasi sans faille de la plupart des députés et des élus En Marche? Alors, il y a plein de raisons, parce qu'il peut y avoir des raisons différentes. D'abord, je pense que le simple fait, qui est assez fort, c'est une raison assez forte, le simple fait que tout le monde pense qu'il n'y a pas d'alternative, ça laisse les gens un peu accrochés au rocher. C'est pas génial, mais en même temps, voilà. En plus, plus effectivement ils partent tard et plus c'est difficile de partir. Donc l'absence d'alternative formelle, il n'y a pas de débandade, j'allais dire. Maintenant, c'est une fausse majorité perdue parce que voilà, on est une trentaine à être partis et le groupe Agir ou le groupe UDI, en fait, c'est quand même des groupes qui, même Modem et tout ça, c'est des faux groupes. Des fausses sensibilités, oui. Elles votent pareil. Et donc, il y a ce côté, en plus, de déconnexion vraiment entre des propos forts portés sur les valeurs et l'universalisme et la déconnexion totale par rapport aux actes. Alors, qu'est-ce que ça révèle dans la façon dont il gère cette crise sanitaire de façon très verticale? Est-ce que c'est révélateur de sa façon de gérer de manière générale le pouvoir? Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai dit donc Matrix. J'ai dit Matrix aussi. Oui. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu sais que l'agent Smith dans Matrix, mais le capitaine du Titanic s'appelait aussi John Smith, ce que je ne savais pas. Donc pourquoi? Parce que effectivement, il ne croit qu'en lui-même. Il est dans sa matrice. C'est une forme de matrice. Et en fait, quand on est déconnecté, on ne sait pas qu'on est déconnecté. Il y a une forme de déconnexion totalement du réel. Et effectivement, en ce moment, on nous explique qu'il est le meilleur épidémiologiste. En fait, je pense qu'il confond deux choses. Il confond le fait d'avoir d'énormes connaissances, d'être capable peut-être... il y a des gens comme ça très précoces qui sont capables de lire une encyclopédie, peut-être de la restituer en une encyclopédie de 3000 pages, de la restituer en 2 heures. Mais en quoi ça donne la capacité de décider pour les autres, d'éprouver, le fait de rejeter l'expérience et de prendre des bonnes décisions. On peut très bien être extrêmement brillant intellectuellement et de prendre de très mauvaises décisions parce qu'on est déconnecté du réel et qu'on vit dans un monde qui est un petit peu, effectivement, un peu comme dans un décor. 2022, c'est dans un an. Dans un an, c'est ce rendez-vous où nous sommes hélas tant habitués à ce que la volonté de tous soit confisquée par le pouvoir d'un seul. Alors, 2022, tout est possible.
l'avenir n'est jamais écrit et c'est ce qu'a toujours défendu Mediapart. L'imprévu, l'événement, l'inattendu. Rien ne se passera comme prévu. Et d'ailleurs, nos informations peuvent servir à ce que cet inattendu surgisse. Tout est possible, et d'abord le pire. C'est d'ailleurs le pire qu'il nous souhaite. Le pire, un nouveau face-à-face, Macron-Le Pen. Ce n'est pas un choix, ce n'est plus un choix, c'est un piège. Le temps a fait son œuvre. Et nous le savons à Mediapart, où Emmanuel Macron est venu 2 jours avant son élection, le 5 mai. Il prétendait faire barrage au Front National. Il lui fait la courte échelle. Il lui a ouvert la porte. Il légitime l'idéologie du Front National vis-à-vis de nos compatriotes musulmans désignés en bouc émissaire, vis-à-vis des opinions dissidentes, différentes, audacieuses, des idées désignées comme du séparatisme, vis-à-vis des protestations, des mobilisations, des luttes, des résistances de la société qui ont affronté une violence policière étatique comme jamais. Alors ce n'est pas un choix. Et nous vivons déjà à l'heure d'une politique de droite extrême, car c'est bien cela que l'on fait. Quand on fait diversion avec des boucs émissaires, quand on réprime le mouvement populaire et quand on stigmatise les opinions dissidentes pour faire oublier l'essentiel, les inégalités, les injustices, faire diversion. Mais il y a encore pire. Il parle sans cesse de République, mais en fait, il la dévitalise, il la décrédibilise, il la mine de l'intérieur. C'est quoi la République ? La République, c'est un inachèvement permanent. Ce n'est pas une fixité, ce n'est pas une immobilité, ce n'est pas une assignation à résidence. La République, elle a un moteur qui est l'égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, de naissance, de culture, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. Il suffit de faire cette énumération pour voir tout ce qu'il piétine aujourd'hui. Il le piétine avec ce cheval de Troie des inégalités. La libération de la parole raciste, la hiérarchie des humanités d'origine, la stigmatisation, et on l'entend hélas dans notre univers médiatique, de nos compatriotes qui ont une couleur de peau différente, qui ont une culture, une origine différente, sans parler de tous ceux et celles qui viennent d'ailleurs. Des minorités. La République, elle s'invente par des minorités. Les minorités ne sont pas forcément des minorités quantitatives. Les femmes ne sont pas une minorité, mais elles étaient tenues en minorité, et elles le sont toujours. La déferlante MeToo inceste, MeToo gay est un événement sans précédent qui montre comment on ouvre les placards de l'hypocrisie de ce monde, de la violence de ce monde, y compris dans l'intimité la plus profonde des familles. C'est une décomposition que nous avons sous nos yeux. Alors face à cela, face à cette décomposition qui s'est traduite par une politique du mensonge qui continue, ce n'est jamais ma faute, c'est vous les enfants, je vous infantilise, je mens sur les masques, je mens sur toute la crise sanitaire, je mens sur le climat, je vous ridiculise, je vous humilie quelque part en prétendant vous écouter, qui s'est traduit aussi par une forme d'imposture de ce pouvoir personnel de ce premier épidémiologiste de France qui se croit plus intelligent que nous tous, qui parle à la première personne comme si nous étions ses sujets, et qui s'est traduit aussi, il faut le rappeler, Mediapart le documente, par une indignité profonde vis-à-vis de cette conception de la République qui est la vertu. Jamais un gouvernement n'a comporté autant de ministres sous enquête, autant de ministres concernés par les suspicions de l'autonomie du pouvoir judiciaire à son égard. Alors pour finir, nous ici à Mediapart, nous disons, nous avons 1 an pour éviter ce piège. Nous avons 1 an pour éviter ce choix qui n'en serait pas un entre Macron et Le Pen. Et nous le ferons avec toutes les bonnes volontés. Le temps n'est pas celui des petites différences et des petites querelles. Il est justement d'éviter d'aller encore plus dans ce gouffre. Mais les bonnes volontés, et nous à Mediapart qui sommes profondément critiques du présidentialisme, lucides sur ce piège institutionnel,
Nous ne pensons pas qu'il y ait forcément le raccourci d'une personne. Et même s'il y a une personne, au final, il faudra d'abord qu'il y ait la mobilisation de la société, de son surgissement, de ses inventions, de ses audaces, car c'est comme ça que la République s'est toujours inventée et qu'elle a conquis de nouveaux droits, droits sociaux, droits démocratiques, etc. Alors nous accompagnerons ici même, à Mediapart, ce mouvement de la société, car tout est possible. Et si nous faisions en sorte que ce soit le meilleur? Merci beaucoup.